Mon fils Raphaël vient de vendre ma maison pour 1 800 000 € sans ma permission. C'est une maison que j'ai bâtie de mes propres mains, pierre par pierre, il y a 40 ans. C'est la maison où ma femme, Sarah, a rendu son dernier souffle, la maison qui contenait tous nos souvenirs, chaque éclat de rire et chaque larme versée. Et là, à l'instant même, assis dans le bureau stérile et glacé d'une banque d'affaires, il m'a tendu un chèque de banque de 10 000 € en me disant d'aller m'acheter une chambre dans un taudis quelconque en banlieue. Il pense que je suis un vieil homme fauché, sénile et impuissant. Il pense qu'il est le maître du jeu. J'ai simplement souri, un sourire triste et résigné en apparence, et j'ai pris le chèque. Il n'a aucune idée de ce que j'ai fait il y a 3 jours. Je m'appelle Léo Harel. J'ai 70 ans et je regarde ma vie se faire liquider par mon enfant unique, la chair de ma chair. Le bois poli du bureau du directeur de banque semblait froid sous mes doigts rugueux. En face de moi, Raphaël ne prenait même pas la peine de faire la conversation ou de feindre de l'empathie. Il a fait glisser le chèque de banque sur la table lisse avec une désinvolture blessante. « Tiens, papa », a-t-il dit. Sa voix était plate, impatiente, dénuée de toute chaleur filiale. Il évitait soigneusement mon regard, préférant admirer la nouvelle Patek Philippe qui brillait à son poignet. Une montre à 50 000 € que je savais pertinemment qu'il ne pouvait pas se permettre le mois dernier. 10 000 €. C'est la somme qu'il estimait suffisante pour solder une vie entière. Va te payer une chambre dans une pension ou un foyer en dehors de la ville, a-t-il ajouté. Ma belle-fille, Victoire, est intervenue, sa voix tranchante comme du verre brisé, emplie d'une arrogance qu'elle ne prenait plus la peine de dissimuler. Nous sommes généreux, Léo. Tu devrais nous remercier. C'est bien plus que ce dont tu as besoin. Elle a ajusté son nouveau bracelet Rivière en diamant, les pierres capturant la lumière artificielle et crue du bureau néon. 10 000 €. Je fixais les chiffres, les yeux brouillés non par les larmes, mais par une lucidité glaciale. Je savais avec une certitude effrayante que la maison, ma maison, celle que Sarah et moi avions construite il y a 4 décennies, venait de conclure sa vente pour 1 800 000 €. 1,8 million pour eux, 10 000 pour moi. Les mathématiques étaient simples, brutales et cruelles. J'ai pensé à Sarah. J'ai pensé aux rosiers qu'elle avait plantés près du porche, ceux que j'avais promis d'entretenir jusqu'à ma mort, ceux qui seraient arrachés par les nouveaux propriétaires dès demain matin. J'ai pensé à l'endroit usé sur le parquet de chêne, près de la cheminée où nous dansions à chaque anniversaire de mariage. J'ai pensé à la chambre à l'étage où elle avait pris sa dernière inspiration, sa main dans la mienne, il y a tout juste 3 ans. Cette maison est notre âme, Léo, avait-elle chuchoté, sa main faible pressant la mienne. Ne les laisse pas la prendre. Et maintenant, cette âme venait d'être vendue au plus offrant. Victoire s'est penchée en avant. L'odeur de son parfum coûteux et entêtant était suffocante dans cet espace clos. Maintenant, tu as 24 heures, a-t-elle dit, son sourire n'atteignant jamais ses yeux froids et calculateurs. Nous avons déjà appelé les déménageurs. Ils vont emballer tes vieilleries et les emmener dans un garde-meubles. Les nouveaux propriétaires veulent les clés demain à midi. Tu comprends? 24 heures. Pas même un week-end pour faire le deuil de 40 ans de souvenirs. Quel garde-meuble? Ai-je demandé. Ma voix tremblait, non pas à cause de l'âge, mais sous le choc de leur cruauté absolue. Raphaël a agité la main, balayant la question comme s'il s'agissait d'une mouche agaçante. Un endroit près de l'autoroute. Pas cher. On a payé le premier mois. Après ça, c'est ton problème. Utilise les 10 000 balles. Je vais y réfléchir, ai-je dit doucement. Victoire s'est levée, lissant sa robe en soie à 3 000 €. Écoute, Léo, le fait est que tu n'as pas besoin d'une maison de 4 chambres. C'est du gaspillage pour une seule personne. On te rend service. Moins de fardeau, moins de soucis. Moins de fardeau. J'avais 70 ans. J'avais travaillé toute ma vie. Je n'étais pas un fardeau. J'étais son père. Raphaël s'est levé aussi, clairement anxieux de partir, de fuir cette scène. Allez, papa. Ne rends pas les choses difficiles. C'est fait. C'est juste la dernière étape. Prends l'argent et trouve un endroit calme. On est occupé. Occupé, bien sûr. Occupé à dépenser 1 800 000 €. Ils m'ont regardé, tous les deux, un front uni de cupidité et de trahison. Ils s'attendaient à ce que je crie. Ils s'attendaient à ce que je pleure. Ils s'attendaient à ce que je supplie. Je n'ai fait aucune de ces choses. Au lieu de cela, j'ai souri. C'était un petit sourire froid, celui que Sarah appelait mon sourire de salle de conseil, le sourire que j'utilisais juste avant de démanteler un adversaire qui m'avait fatalement sous-estimé. Victoire a froncé les sourcils. Le sourire la rendait confuse. Raphaël a fait un pas involontaire en arrière, un réflexe d'enfance quand il savait qu'il était dans de graves, très graves ennuis. « Papa, ça va » a-t-il demandé.
Sa confiance a vacillé pendant une seconde. Il ne sait pas, la pensée était si claire qu'elle était presque un son audible. Il n'en a aucune idée. Raphaël n'avait aucune idée de ce que j'avais fait il y a 3 jours. Il n'avait aucune idée qu'au moment où il a mentionné la valeur de la maison pour la première fois il y a 6 mois, j'avais commencé à déplacer mes propres pions sur l'échiquier. Il n'avait aucune idée que la procuration qu'il m'avait piégé pour signer était déjà sans valeur. Il n'avait aucune idée qu'il venait de marcher directement dans le piège le plus parfait que j'ai jamais tendu. Il pensait être le chasseur. Il n'était que l'appât. Lentement, j'ai tendu la main et j'ai pris le chèque de 10 000 euros. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans la poche de la veste en velours côtelé usé que j'avais choisi spécifiquement pour cette réunion. « Merci, fils », ai-je dit, ma voix était stable, calme. « C'est très gentil. » Raphaël et Victoire se sont regardés, le soulagement inondant leurs visages. Je n'avais pas combattu. C'était fini. « Bien », a dit Raphaël en ajustant sa cravate. « Eh bien, nous avons fini ici. Nous avons un dîner de célébration auquel nous devons nous rendre. » Bien sûr qu'ils en avaient un. Ils se sont retournés et sont sortis du bureau du directeur. Pas une étreinte, pas un au revoir, pas même un regard en arrière. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'ils traversaient la rue, montant dans une Maserati Ghibli bleue foncée flambant neuve. Un acompte sur le travail de ma vie. La voiture a démarré en trombe, disparaissant dans la circulation dense de la ville. Je suis resté sur le trottoir, un vieil homme de 70 ans, apparemment sans abri, serrant un chèque de 10 000 euros dans sa poche. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Au moment où la Maserati fut hors de vue, j'ai sorti mon propre téléphone et j'ai composé un numéro. La voiture est-elle là? Bien. Récupérez-moi au coin. Oui, la Rolls-Royce. Je ne suis pas allé chercher une chambre dans un taudis. J'ai marché jusqu'au coin de la rue, loin des regards indiscrets des caméras de sécurité de la banque, et j'ai attendu. Moins de 2 minutes plus tard, une longue voiture noire étincelante s'est arrêtée silencieusement le long du trottoir. Ce n'était pas un taxi. C'était une Rolls-Royce Ghost. Mon chauffeur, Antoine, un homme que j'emploie depuis 15 ans, est sorti. Il n'a pas sourcillé devant ma vieille veste en velours roux. Le col effiloché de ma chemise. « Bonjour, monsieur Harel », a-t-il dit en tenant la lourde porte arrière ouverte pour moi. « Bonjour, Antoine. Emmenez-moi au Four Seasons, s'il vous plaît. » Alors que la porte se fermait avec un bruit sourd et lourd, isolant le bruit de la ville, j'ai laissé échapper le souffle que je retenais depuis 48 heures. L'odeur du cuir riche et du bois poli remplissait mes poumons. C'était mon sanctuaire. C'était ma réalité. Raphaël et Victoire, dans leur nouvelle Maserati voyante, fonçaient vers une falaise, ivres de ce qu'ils pensaient être une victoire à 1 800 000 euros. Ils n'avaient aucune idée qu'ils n'étaient que des passagers dans une voiture que je pilotais depuis des mois. Nous sommes entrés dans la grande allée circulaire du Four Seasons. Les portiers, habitués aux célébrités et aux milliardaires, ont à peine jeté un coup d'œil à la Rolls-Royce. Mais quand je suis sorti, un homme de 70 ans dans une veste usée et des chaussures vieilles de 10 ans, j'ai vu la lueur de confusion dans leurs yeux. Ils étaient polis, bien sûr. C'étaient des professionnels, mais ils voyaient une anomalie. Ils voyaient un vieil homme qui ne correspondait pas à la voiture. Je suis entré dans le hall. Des sols en marbre si polis qu'ils ressemblaient à de l'eau. Un plafond haut de 3 étages. Une sculpture abstraite massive dont je savais qu'elle coûtait plus cher que la maison que Raphaël venait de voler. La directrice de la réception, une femme dans un tailleur parfaitement coupé avec un badge indiquant « Madame Jennings », m'a offert un sourire serré et professionnel. C'était le genre de sourire réservé aux touristes égarés cherchant des toilettes. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider ?»« Oui, » ai-je dit, ma voix calme. « J'ai une réservation. Au nom de Léo Harel. » Elle s'est tournée vers son ordinateur, ses doigts volants sur le clavier. « Harel. Harel. Je ne vois rien à ce nom, monsieur. Peut-être a-t-elle été réservée sous un autre nom ? Essayez la suite présidentielle, ai-je dit. Elle s'est figée. Ses doigts se sont arrêtés de bouger. Elle a levé les yeux vers moi. Vraiment levé les yeux vers moi cette fois. Le sourire poli a disparu, remplacé par un masque de concentration soudaine et intense. Je suis désolé, monsieur. Avez-vous dit la suite présidentielle ? C'est exact. Réservé il y a 2 jours. Ce devrait être une réservation permanente. Elle s'est retournée vers son ordinateur. Je pouvais voir le reflet de l'écran dans ses lunettes. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Je l'ai vu se redresser. Le masque de concentration a fondu pour laisser place à un profond respect, presque alarmé. Oui. La voici. Mes plus plates excuses, monsieur Harel. Je ne vous avais pas reconnu. Bien sûr, nous avons tout préparé pour vous.
Vos préférences sont dans le dossier. L'ascenseur de l'aile est prêt. » Son ton avait complètement changé. Elle ne parlait plus à un vieil homme perdu. Elle parlait à l'homme qui payait son salaire. « Merci, » ai-je dit. Un groom qui avait observé l'échange s'est précipité pour ma petite valise usée. « Je vais prendre ça, monsieur. »« Non, merci, » ai-je dit en la gardant. « Je peux me débrouiller. » J'ai marché vers l'ascenseur privé. Madame Jennings a personnellement passé la carte magnétique pour me donner accès. « S'il vous plaît, faites-nous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur Harrel. »« Quoi que ce soit. »« Je le ferai, » ai-je dit. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. J'étais de nouveau seul. Je me suis appuyé contre le mur en acajou poli, alors que l'ascenseur montait silencieusement. L'homme qu'ils ont vu à la banque, l'homme que Raphaël et Victoire venaient de jeter, cet homme était un fantôme. Un personnage que j'avais joué pendant 40 ans. Le vrai moi, le vrai Léo Harrel, était sur le point de partir en guerre. Les portes se sont ouvertes directement dans la suite. C'était vaste. Un piano à queue trônait dans un coin. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue à 180 degrés sur toute la ville. C'était magnifique et cela ne me faisait rien ressentir. C'était juste un outil, une planque. Je suis passé devant les œuvres d'art coûteuses, devant les canapés en velours, et je suis allé directement au bar bien garni. J'ai décroché le téléphone privé, celui qui ne passait pas par le standard de l'hôtel. Service d'étage. Ici Léo Harrel dans la suite présidentielle. Veuillez faire monter une bouteille de Macallan 25 et 2 verres. J'ai raccroché. 2 verres. J'attendais de la compagnie. J'ai marché vers la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville en contrebas. C'est de cela que Sarah avait eu peur. Pas de la richesse elle-même, mais de ce qu'elle pouvait faire. Je n'étais pas un comptable de bas étage. J'étais l'employé numéro 37 dans une petite entreprise de logiciels dans les années 80, une entreprise qui est devenue un titan mondial. Je n'étais pas un génie, mais j'étais loyal. Et quand le fondateur m'a proposé un rachat ou des options d'achat d'actions, j'ai pris les actions. Je les ai gardées pendant 35 ans. Quand Sarah et moi nous sommes mariés, nous avons fait un pacte. Nous avions vu ce que la richesse soudaine faisait à nos amis, les divorces, les enfants gâtés, le vide existentiel. Construisons une seule chose de nos mains, Léo, avait-elle dit en esquissant les plans de notre maison. Juste une vraie chose. Nous y vivrons. Nous y élèverons notre fils. Le reste, nous le gardons comme un secret, un bouclier, pas une épée. Elle voulait que Raphaël ait faim. Elle voulait qu'il apprenne la valeur du travail, qu'il construise sa propre vie, pas qu'il attende simplement d'hériter de la mienne. J'ai regardé les lumières de la ville, le cœur serré. Tu avais raison, Sarah. Ai-je chuchoté à la pièce vide. L'argent ruine, mais notre plan a échoué. Le fait de ne pas en avoir l'a simplement rendu affamé du mien. La ligne sécurisée sur le bureau, un téléphone séparé de l'hôtel, a commencé à sonner. Ce n'était pas le service d'étage. J'ai décroché. Vasseur. Je suis dans le hall, a dit la voix de mon avocat. Montez, maître Vasseur. Oui, Léo. Dites-moi les vrais dégâts. Je viens de découvrir que la maison n'était pas la seule chose qu'il a prise. On a frappé à la porte. Ce n'était pas Vasseur. C'était le service d'étage. Un jeune homme en uniforme impeccable a poussé un chariot portant une seule bouteille sombre et 2 verres en cristal, le Macallan 25. Il l'a débouché avec une élégance exercée, l'odeur de cerises et de fumée remplissant l'air. Ce sera tout, monsieur Harrel. Oui, merci. Il est parti et je me suis retrouvé seul avec la bouteille. J'ai versé une petite quantité dans chaque verre. Un pour moi, un pour l'homme qui était sur le point d'arriver. J'ai pris mon verre et j'ai marché vers les fenêtres du sol au plafond. La ville s'étendait sous moi comme un tapis de diamants. Raphaël et Victoire étaient là-bas quelque part, célébrant leur braquage à 1,8 million, convaincus qu'ils venaient de ruiner leur vieux père fauché. Ils n'avaient aucune idée. Raphaël avait passé toute sa vie à croire que j'étais un comptable de niveau moyen, un gratte-papier qui avait économisé une modeste pension et possédait une simple maison de banlieue. C'était le personnage que Sarah et moi avions écrit pour moi. Et j'avais joué le rôle parfaitement pendant 45 ans. Je n'étais pas comptable. J'étais l'employé numéro 37. Une entreprise dirigée par quelques ingénieurs brillants et fous dans un garage. Quand j'ai eu 40 ans, j'en avais vu assez. L'entreprise était entrée en bourse et mes stocks options. Eh bien, mes stocks options étaient devenus astronomiques. Je me souviens du jour où je me suis assis avec Sarah et que je lui ai montré les chiffres. J'avais 40 ans et je n'avais plus jamais besoin de travailler de ma vie. Je pensais que nous voyagerions. Je pensais que nous achèterions un yacht. Mais Sarah, elle a pleuré.
Elle ne pleurait pas de joie. Elle était terrifiée. Léo, avait-elle dit, ses mains tremblant alors qu'elle tenait le certificat d'action. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. J'ai vu ce que cela fait aux gens. C'est du poison, Léo. C'est immérité. Je ne comprenais pas, nous l'avons gagné, lui ai-je dit. Nous, oui, a-t-elle dit. Mais lui, non. Elle regardait Raphaël, notre fils de 5 ans, qui était dehors dans le jardin à essayer de construire une cabane avec des chutes de bois. Je ne veux pas qu'il soit l'un de ces gamins, Léo. Ceux avec les voitures rapides qu'ils n'ont pas payées. Ceux sans ambition, sans faim, sans caractère. Je ne veux pas qu'il attende que nous mourions. Je veux qu'il vive. Je veux qu'il construise quelque chose pour lui-même, tout comme tu l'as fait. Je veux qu'il sache ce que l'on ressent quand on mérite son succès. Et c'est ainsi que nous avons fait un pacte, un secret qui a défini nos vies. Nous avons construit notre maison de nos mains, pas avec un chèque. Nous conduisions une Ford. J'ai gardé un emploi dans un petit cabinet comptable dirigé par un ami qui connaissait mon secret et m'aidait à gérer la couverture. Nous vivions sur mon salaire, une vie normale de classe moyenne, et le reste, le véritable argent, les dizaines de millions en actions qui ne cessaient de croître, allait à Vasseur. Maître Vasseur n'était pas seulement mon avocat. Il était le gestionnaire de mon bureau familial privé. Il a placé l'argent dans des fiducies, dans des comptes offshore, dans des portefeuilles diversifiés. Il s'est multiplié comme un organisme silencieux et invisible. Je n'y ai jamais touché, pas une seule fois. Pendant 40 ans, j'ai vécu un mensonge. Je portais des vêtements de grande surface. Je m'inquiétais de la facture d'électricité. Je préparais un déjeuner pour le travail tous les jours. Tout ça pour Raphaël. Tout pour lui donner la seule chose que mon argent ne pouvait pas acheter. Une vie normale. Une vie où il devrait être son propre homme. J'ai pris une gorgée de scotch. Il a brûlé tout le long de ma gorge. C'était un échec catastrophique, Sarah, ai-je chuchoté au verre. Notre plan ne l'a pas rendu fort. Il l'a juste rendu affamé. Nous lui avons appris à valoriser le travail, mais il n'a vu que ce que nous n'avions pas. Il a grandi en ressentant notre vie simple. Il a vu ma frugalité non pas comme une leçon de caractère, mais comme une insulte personnelle. Il avait honte de ses parents pauvres. Et il a épousé une femme, Victoire, qui nous voyait de la même manière, comme un obstacle. Ma tentative de le protéger du poison de la richesse imméritée ne l'avait rendu que désespéré de l'obtenir. Il ne voulait pas construire sa propre vie. Il voulait juste voler la mienne. Il voulait la seule chose qu'il pensait que j'avais, cette maison à 1,8 million. Il était prêt à me détruire, à rendre son propre père sans abri pour ce qu'il pensait être toutes mes économies. Il ne réalisait même pas qu'il se battait pour des miettes. Il était un lion se battant pour une souris alors que tout le troupeau broutait juste derrière lui, complètement invisible. La ligne sécurisée sur le bureau a commencé à sonner avec un bourdonnement discret. J'ai posé le verre. Vasseur était là. Il est dans le hall, Léo. La voix de Vasseur était graveleuse. Faites-le monter, maître Vasseur. Oui, Léo. Le carillon de la porte de la suite a retenti, non pas un coup, mais un doux carillon électronique. Je l'ai laissé entrer. Maître Vasseur est passé devant moi comme s'il était propriétaire des lieux. D'une certaine manière, il l'était. Il était l'architecte de la forteresse invisible qu'était ma vie. Il avait 65 ans, impeccablement vêtu d'un costume sombre sur mesure, et portait une lourde mallette en cuir à l'ancienne. Il n'était pas là pour me tenir la main. Il n'était pas là pour me consoler. Il était là pour travailler. Il a jeté un coup d'œil au deuxième verre de Macallan 25 que j'avais versé. Bien, a-t-il dit, sa voix basse. Il ne l'a pas bu. Il l'a juste reconnu. Vasseur est allé directement à la grande table à manger en verre, ignorant la vue panoramique de la ville, et a fait claquer sa mallette. Ce n'était pas une chambre d'hôtel. C'était devenu une salle de guerre. Il n'a pas sorti de papier. Il a sorti de la technologie, un ordinateur portable crypté élégant, 2 téléphones satellites et 3 épais classeurs noirs. Il les a placés sur la table avec une précision militaire. La suite est propre, a-t-il dit sans me regarder. Il branchait déjà l'ordinateur portable à un routeur sécurisé qu'il avait apporté dans sa poche. Je l'ai fait inspecter 1 heure avant votre arrivée. Nous pouvons parler librement. Bien sûr qu'il l'avait fait. Vasseur ne croyait pas au hasard. Il croyait au contrôle du résultat. Il pense que j'essaie de trouver une chambre dans un foyer en ce moment même. Ai-je dit, ma voix sonnant creuse dans la vaste pièce. Vasseur a enfin levé les yeux. Ses yeux étaient bleu pâle et ne contenaient aucune pitié, seulement de la concentration. Bien. Laissez-le faire. Laissez-le célébrer avec cette femme avide. Un ennemi qui célèbre est un ennemi négligent.
Nous allons utiliser cela. Il avait raison. J'étais le père au cœur brisé. Il était le général. J'ai besoin que vous confirmiez, Léo, a-t-il dit en tapant sur une touche. L'écran de l'ordinateur portable s'est allumé, affichant une série complexe de graphiques financiers. Il n'a aucune idée de tout ça, de moi, du bureau familial. Aucune, ai-je dit. Il pense que je suis un comptable retraité. Il pense que cette maison était tout. 2,3 millions de dollars, a songé Vasseur, ses doigts volant sur les touches. Il vient de commettre plusieurs crimes fédéraux, a détruit sa vie entière et a rendu son père sans abri. Pour ce qui équivaut dans votre portefeuille à une erreur d'arrondi, il a fait une pause. Il doit être désespéré. Ce n'est pas juste de l'avidité, Léo. C'est de la panique. Il a ouvert le premier classeur noir. Il était plein de documents, de virements bancaires, d'accords de prêt. Ceci, a-t-il dit en tapant sur la couverture, c'est ce qu'il a fait. Nous avons la fraude hypothécaire. Nous avons le virement bancaire de la vente illégale. Nous avons les preuves. Il a poussé le deuxième classeur vers moi. Il était vide. Ceci, a-t-il dit, c'est ce dont nous avons besoin pour découvrir pourquoi. Pourquoi avait-il besoin de 2,3 millions et pourquoi en avait-il besoin aujourd'hui? La question flottait dans l'air, froide et lourde. Il fuit quelque chose, ai-je dit. Exactement, a répondu Vasseur. Et mon équipe est déjà en train de découvrir quoi. J'ai reçu le rapport préliminaire il y a 5 minutes. Vous n'allez pas aimer ça, Léo. Votre fils Raphaël, il a des ennuis bien plus graves que nous ne l'aurions jamais imaginé. Vasseur n'a pas touché à son verre. Il a ouvert le premier classeur noir et l'a tourné pour me faire face. Comme vous l'avez demandé il y a 3 mois, a-t-il commencé, sa voix d'un ton monocorde, nous avons lancé une enquête complète sur les antécédents de l'entreprise d'import-export de Raphaël. Je l'avais demandé. J'avais ressenti un malaise persistant. Raphaël était devenu trop voyant. Victoire trop avide. Leur visite était devenue moins familiale et consistait davantage à évaluer la maison. Vasseur a tapé sur la première page. C'était un enregistrement d'entreprise pour Global Logistique. C'est une coquille vide, a dit Vasseur platement. Une société fantôme. Elle a une boîte aux lettres dans le Delaware et un site web avec des photos d'archives. Elle n'a pas déposé de déclaration d'impôt car elle n'a aucun revenu. Elle n'a pas importé ou exporté un seul cure-dent. Mon estomac s'est noué. Alors, comment? Ai-je demandé. La Maserati, les montres, les bijoux de Victoire. Comment paie-t-il pour tout ça? Il ne paie pas, a répondu Vasseur en tournant la page. Il paie avec ça. La page suivante était une série d'accords de prêt, non pas d'une banque. C'étaient des prêteurs privés, des noms que je ne reconnaissais pas, basés à Miami. Les taux d'intérêt étaient prédateurs, criminels. Raphaël vit un mensonge depuis 2 ans, Léo. Il a construit un château de cartes. Il a contracté des prêts à taux d'intérêt élevés pour financer un style de vie auquel il pensait avoir droit. Il a utilisé l'argent pour acheter les voitures, pour rejoindre le country club, pour donner à Victoire la vie qu'elle exigeait. Il volait Pierre pour payer Paul, supposant qu'il finirait par décrocher un gros contrat. Mais il ne l'a jamais fait, ai-je chuchoté. Il n'a même jamais essayé, m'a corrigé Vasseur. C'était tout ce qu'il savait faire, emprunter et ensuite emprunter plus pour couvrir le premier prêt. C'était une spirale classique jusqu'au mois dernier, quand les prêteurs ont arrêté de prêter. Vasseur a tourné la dernière page. C'était une seule feuille, une lettre de mise en demeure. Mes yeux ont scanné le texte. Les mots ont sauté aux yeux. Solde impayé de 2,5 millions. Dernier avertissement. Dû en totalité. J'ai regardé Vasseur, confus. 2,5 millions. C'est le total, Léo. Les voitures, le club, l'hypothèque sur leur appartement, les diamants, tout s'additionne. 2,5 millions. J'ai fait le calcul dans ma tête. Le 1,8 million de la vente, les 500 000 de l'hypothèque frauduleuse, total 2,3 millions. C'était presque le montant exact. Il a fait tout ça pour les rembourser, a terminé Vasseur pour moi. Ce n'était pas un plan pour devenir riche rapidement, Léo. C'était un plan pour sauver sa peau. Il avait besoin de 2,5 millions et il en avait besoin vite. Vasseur a tapé sur la date de la lettre de mise en demeure. Ils lui ont donné une semaine. La date limite est demain. L'air a quitté mes poumons. Les 2,3 millions qu'il avait volés. Ce n'était pas pour une nouvelle vie de luxe. C'était l'argent du sang. C'était le prix pour empêcher qu'on lui brise les jambes ou pire. Une vague de quelque chose comme de la pitié m'a envahi, froide et écœurante. Mon fils était en danger de mort.
Mais la colère a suivi, brûlante et purificatrice. Il n'est pas venu me voir. Il ne m'a pas appelé, son père, pour dire « Papa, je suis un idiot. J'ai tout ruiné. J'ai peur. S'il te plaît, aide-moi. » S'il avait fait ça, j'aurais été en colère. J'aurais crié, mais j'aurais fait le chèque. Je l'aurais sauvé. Mais il ne l'a pas fait. Il a regardé ces deux options, demander de l'aide à son père ou détruire la vie de son père. Et il a choisi de me détruire. Il a choisi de prendre ce qu'il pensait être mon seul bien, ma seule maison, et de me laisser avec 10 000 € et un avis d'expulsion de 24 heures. Il allait sauver sa propre vie en me rendant sans abri. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle a presque arrêté mon cœur. Il préférait me voir mourir dans un caniveau plutôt que de subir l'indignité de demander de l'aide. « Chien !» ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage si froide qu'elle brûlait. « C'est la vérité », a dit Vasseur en fermant le classeur. « Il vous voit comme un obstacle, Léo, pas comme sa famille. Et ce n'est pas le pire. » Je l'ai regardé. Comment cela peut-il être pire que ça? Vasseur a glissé le 3e classeur sur la table. Celui que je n'avais pas encore ouvert. La procuration, a-t-il dit. Celle que vous avez signée après votre chute il y a 2 mois. Je m'en souvenais. Victoire, toute fausse inquiétude, gonflant mon oreiller. Raphaël l'air grave. Papa, et si tu t'étais cogné la tête? On ne pourrait pas payer tes factures. C'est juste une précaution. Une procuration limitée pour les dépenses dues. Ménage. J'étais sous antidouleur. J'étais fatigué. Je faisais confiance à mon fils. J'ai signé. Il vous a piégé, Léo. Vasseur a dit, mon équipe vient d'obtenir une copie du bureau d'enregistrement du comté ce matin. Il a échangé les pages. Ce n'est pas une procuration limitée. Il a ouvert le classeur. Là, avec ma signature en bas, claire et forte, se trouvaient les mots que je n'avais jamais lus. Procuration générale durable. Il ne détient pas seulement le pouvoir sur la maison, Léo, a dit Vasseur doucement. Il a le pouvoir sur tout. Vos comptes bancaires, vos comptes de courtage, vos fiducies, tout ce qui est à votre nom. Une terreur froide s'est installée en moi. Mais il ne connaît pas ses comptes. Non, a convenu Vasseur. Pas encore. Il pense toujours que ces 2,3 millions sont tout ce qu'il y a. Mais il détient la clé légale qui pourrait débloquer les 87 millions. Et maintenant qu'il est un homme acculé, désespéré, qui a déjà franchi la ligne de la fraude criminelle, combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant qu'il commence à se demander ce que son pauvre vieux père pourrait avoir d'autre caché? J'ai fixé le document. La page de signature. Ma signature. Donc il l'a? Ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Il a la clé. Vasseur a hoché la tête en fermant le classeur. Il a la clé, mais il se tient dans l'allée de la mauvaise maison. Il ne sait pas que le manoir de 87 millions existe. Il se concentre juste sur la cabane de jardin qu'il vient de voler. Pour l'instant, ai-je dit, mais il est désespéré. Il lui manque 200 000 $ pour payer ce qu'il doit à ses prêteurs de Miami. Que se passera-t-il quand il ne pourra pas les payer demain? Ils ne vont pas simplement partir. Ils viendront chercher et il commencera à creuser. Il utilisera cette procuration pour chercher n'importe quoi. Un compte d'épargne, un fonds de retraite, et il trouvera tout. Nous étions dans une course contre la montre. Vasseur s'est penché en arrière, joignant ses doigts. Il n'était plus l'avocat. Il était le stratège. Lui et Victoire sont à leur dîner de célébration en ce moment même, a dit Vasseur. Ils croient qu'ils sont parfaitement en sécurité. Ils croient que vous êtes la victime. Ils pensent que vous êtes brisé, sans abri et confus. Ils pensent que vous n'êtes pas une menace. Cette arrogance, ai-je dit, est la seule arme que nous ayons. Exactement, a convenu Vasseur. Légalement, c'est compliqué. L'hypothèque qu'il a contractée, il l'a fait avant que nous le sachions. Il prétendra qu'il gérait vos actifs en vertu d'une procuration valide. C'est une zone grise, mais nous devons la rendre noire et blanche. Nous devons prouver son intention malveillante au-delà de tout doute raisonnable. Je l'ai regardé. Comment. Vasseur s'est permis un très petit sourire très froid. La première chose que j'ai faite quand vous m'avez appelé de la banque, avant même de venir ici, a été de déposer une révocation de procuration au bureau d'enregistrement. Je l'ai déposée électroniquement. Elle a été horodatée à 15h15. Il y a 1 heure. Il s'est penché en avant. À partir de ce moment, cette procuration générale durable est légalement nulle et non avenue. C'est juste un morceau de papier sans valeur. J'ai laissé cela pénétrer mon esprit. Donc, il ne peut pas l'utiliser. Oh, il peut l'utiliser, a dit Vasseur. Mais maintenant, s'il le fait,
ce n'est plus une zone grise. C'est un acte criminel clair et indéniable. Il n'est plus un fils mandaté. Il est juste un homme utilisant un document falsifié. J'ai finalement compris. Mais il ne sait pas qu'elle a été révoquée. Exactement, a dit Vasseur. Il est assis au dîner, ivre de victoire, avec un manque de 200 000 $ et tenant ce qu'il pense être un chèque en blanc sur la vie de son père. Nous avons besoin qu'il essaie de l'encaisser. Nous avons besoin qu'il s'expose. Nous avons besoin d'un piège. Il est avide, ai-je dit, le plan se formant dans mon esprit. Et Victoire est encore plus avide. Ils ont pris 2,3 millions, mais s'ils pensaient qu'il y en avait plus, un gain rapide et facile. Vasseur a hoché la tête, comprenant immédiatement. Quelque chose qu'ils pensent que vous avez oublié. Quelque chose d'assez petit pour être crédible pour un vieil homme fauché, mais assez grand pour être tentant pour eux. 150 000 $, ai-je dit. Vasseur a haussé un sourcil. Sarah, ma femme, ai-je clarifié. Elle avait une petite police d'assurance vie, une que je n'ai jamais encaissée. C'est réel et Raphaël est au courant. Il a dû l'oublier dans sa panique pour voler la maison. Ça, a dit Vasseur, une lueur prédatrice dans l'œil, c'est l'appât parfait. J'aurais besoin d'un autre téléphone, ai-je dit. Un jetable. Je l'appellerai. Je serai l'homme qu'il pense que je suis. Désespéré, pleurant, sans abri. Et vous lui offrirez la dernière chose que vous avez en échange de son aide, a fini Vasseur. Je lui offrirai sa dernière chance de commettre un crime, ai-je dit. Et cette fois, nous regarderons. Vasseur a quitté la chambre d'hôtel pour mettre les choses en place. Il était un artiste et sa toile était le système juridique. Mon travail était plus simple. J'étais un acteur et j'étais sur le point de donner la performance de ma vie. J'ai attendu 2 jours. 2 jours entiers. Je les ai laissés profiter de leur victoire. Je les ai laissés dépenser l'argent. Je les ai laissés vérifier leur compte bancaire et voir les 2,3 millions. Je les ai laissés se sentir en sécurité, puissants et totalement intouchables. J'avais besoin qu'ils soient au sommet de leur arrogance. Le 3e matin, j'ai quitté le Four Seasons. Je n'ai pas réglé ma note. J'ai simplement pris un taxi pour un quartier difficile du centre-ville. Je suis entré dans un petit magasin d'électronique crasseux et j'ai payé en liquide un téléphone prépayé jetable. Je suis allé à un coin de rue animé, le bruit de la circulation et des sirènes fournissant la couverture parfaite. J'ai composé le numéro de Raphaël. Mes mains étaient parfaitement stables, mais j'ai forcé un tremblement dans ma voix avant même qu'il ne décroche. Il a répondu à la 4e sonnerie, sa voix tranchante, agacée. Quoi? Pas bonjour, juste quoi? Raphaël, ai-je chuchoté. J'ai fait craquer ma voix. J'ai mis toute la peur et le désespoir d'un sans-abri de 70 ans dans ce seul mot. Raphaël, c'est papa. Il y a eu un long soupir à l'autre bout. Papa, comment as-tu eu ce numéro? C'est un nouveau téléphone. Ai-je bégayé, feignant d'être confus. Le gentil monsieur du foyer m'a laissé l'acheter. Raphaël, j'ai besoin d'aide. J'ai des ennuis. Je l'ai entendu étouffer le téléphone, sa voix distante. C'est mon père. Oui, encore. Puis il est revenu. Quels ennuis, papa? Je t'ai donné 10 000 €. Qu'est-ce que tu as fait? Tu les as joués? Non, non, ai-je dit, laissant un sanglot s'étrangler dans ma gorge. C'est les maisons de retraite, les endroits. Ils sont si chers, fils. Ils veulent 5 000 € juste comme dépôt et encore 3 000 pour le premier mois. Les 10 000 sont presque partis. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur, Raphaël. J'ai peur. Un autre soupir lourd. Bon sang, papa. C'est pour ça que tu m'as appelé, de l'argent. Ça fait 3 jours. Je n'ai nulle part où aller. Ai-je chuchoté. Ils ont dit que je devais quitter le foyer ce soir. S'il te plaît, fils. Peut-on juste se voir? J'ai juste besoin de te parler. S'il te plaît. J'ai entendu la voix aiguë de Victoire en arrière-plan. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Dis-lui qu'on est occupé. Raphaël a étouffé le téléphone à nouveau. Il pleure. Il dit qu'il se fait virer d'un foyer. Laisse-moi gérer ça. Ça prendra 5 minutes. Il est revenu. En ligne. D'accord. Où es-tu? Je lui ai donné l'adresse d'un bistrot graisseux à environ 20 pâtés de maison. Je suis à un endroit appelé le bistrot des cloches. J'utilise mes derniers euros pour un café juste pour rester au chaud. Reste là, a-t-il claqué. On sera là dans 20 minutes. Et papa, c'est la dernière fois. Tu me comprends?
La dernière fois. Il a raccroché. J'ai souri, ma voix parfaitement claire. Oh, je sais, fils. Ça l'est certainement. J'ai jeté le téléphone jetable dans un camion poubelle qui passait et j'ai pris un taxi pour le bistrot, arrivant 10 minutes avant eux. J'avais troqué mon peignoir d'hôtel contre mon costume, ma veste la plus vieille et la plus tachée, mes chaussures usées. Je ne m'étais pas rasé depuis 3 jours. J'avais le look. Le bistrot des cloches était parfait. Le vinyle des banquettes était craquelé et s'écaillait. L'air était épais de l'odeur de vieille graisse de friture. J'ai commandé un café noir que je n'avais pas l'intention de boire, et je me suis assis dans une banquette près de la fenêtre, voûtant mes épaules, me faisant paraître petit. Exactement 20 minutes plus tard, la Maserati s'est arrêtée dehors. Elle avait l'air ridicule garée à côté d'une file de camionnettes cabossées. Raphaël et Victoire sont entrés en trombe. Ils n'étaient pas habillés pour un bistrot graisseux. Victoire portait un manteau en cachemire blanc qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel du bistrot. Elle regardait autour de la pièce comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit. Ils se sont glissés dans la banquette en face de moi, leur visage masquant une pure irritation. « Vraiment, papa ?» a dit Raphaël, sa voix basse et furieuse. « Tu nous as fait venir jusqu'ici pour ça? Tu nous fais honte. » Victoire ne m'a même pas regardé. Elle essuyait le bord de la table avec une serviette sortie de son sac à main. « Raphaël, cet endroit pue. Est-ce qu'on peut juste lui donner du liquide et partir ?» Je ne savais pas où aller d'autre, ai-je bégayé, jouant mon rôle. « Qu'est-ce que tu as fait des 10 000, papa ?» a sifflé Raphaël. « Ça fait 3 jours. Comment as-tu pu dépenser 10 000 euros ? » J'ai payé les frais du garde-meuble, ai-je menti. Et j'ai regardé une chambre et il voulait un dépôt. Et j'étais juste. Je ne suis pas bon avec l'argent, fils. Tu le sais. Je suis vieux. C'est clair, a marmonné Victoire dans sa barbe juste assez fort pour que je l'entende. Raphaël s'est penché au-dessus de la table. Ce n'est pas mon problème. Tu comprends? On t'a donné une indemnité de départ très généreuse. On a soldé nos comptes. Tu es seul. Je sais, ai-je dit, mettant mes mains sur mon visage comme si j'étais sur le point de pleurer. C'est juste, il y a encore une chose, une dernière chose, et ensuite je ne vous dérangerai plus jamais. Je le promets. Les yeux de Raphaël se sont rétrécis. Quelle chose! Victoire a soupiré dramatiquement. Oh mon Dieu, ça y est. Il a une dette de jeu, je parie. Je te l'avais dit, Raphaël. Ce n'est pas ça, ai-je dit, ma voix tremblant. C'est à propos de maman. À propos de Sarah. Cela a attiré leur attention. Raphaël s'est reculé. Quoi à propos de maman? J'ai regardé à gauche puis à droite, comme si j'avais peur d'être entendu dans le bistrot presque vide. Elle avait un secret, fils. Une petite police d'assurance vie, une qu'elle a prise avant notre mariage. Elle a continué à la payer. Elle disait toujours que c'était son fonds pour les jours de pluie. C'est 150 000 euros. J'ai observé leurs yeux. C'était instantané. L'irritation a disparu, remplacée par une lueur soudaine et vive. L'avidité. C'était si pur, si brillant, c'était presque beau. Victoire a arrêté d'essuyer la table. Elle était complètement immobile. 150 000, a chuchoté. Raphaël, sa voix perdant soudain tous ses bordures. Oui, ai-je hoché la tête, feignant d'avoir honte. J'avais tout oublié jusqu'à ce matin. J'ai les papiers dans le garde-meuble, mais je ne peux pas les sortir. Je ne sais pas comment, mes mains tremblent tellement. J'ai besoin d'aide, Raphaël. J'ai besoin que tu m'aides à obtenir les papiers. J'ai juste besoin que tu signes. Les yeux de Victoire se sont verrouillés sur ceux de Raphaël. Je pouvais voir la communication silencieuse. Il ment. Est-ce qu'il ment? 150K. Une police d'assurance vie, a dit Raphaël lentement, testant les mots. De maman, et tu es le bénéficiaire. Oui, ai-je dit. Mais je ne sais pas comment ces choses marchent. La banque, les formulaires. C'est tout si confus. Je pensais que peut-être tu pourrais m'aider. Tu as ce papier que j'ai signé, le pouvoir de quelque chose. L'expression de Raphaël a changé. L'avidité était toujours là, mais maintenant elle était mélangée au frisson de la chasse. Il avait la procuration générale durable. Il pensait qu'elle était toujours valide. Il pensait qu'il pouvait juste prendre ça aussi. La procuration, a-t-il dit, sa voix soudain douce comme de la soie. Oui, papa. Bien sûr, j'ai toujours ça.
Bien sûr, je peux t'aider. Victoire a placé sa main sur la mienne à travers la table. Sa main était froide. Son sourire était faux, mais il était large. Oh, Léo, a-t-elle roucoulé. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Bien sûr qu'on va t'aider. On est de la famille. J'ai levé les yeux vers eux, mes yeux écarquillés d'une gratitude fausse et pathétique. Vous le ferez. Raphaël a hoché la tête, tout en affaires. Quelle banque? J'ai souri d'un sourire faible et reconnaissant. C'est à une petite caisse de crédit. Une vieille. J'ai le nom. On doit juste y aller ensemble. Tu viendras avec moi. Ne t'inquiète pas, papa, a dit Raphaël en se levant et en tapotant mon épaule. On ira demain à la première heure. On s'occupera de tout. Ils étaient ferrés. Ils ont quitté le bistrot, le pas plus léger, énergisés par la perspective d'un nouveau gain. Ils sont remontés dans leur Maserati, anticipant non seulement les 2,3 millions déjà volés, mais aussi ces 150 000 euros supplémentaires. Je suis resté assis dans la banquette graisseuse, mon café intact. Ils avaient mordu à l'hameçon. Le moteur de la Maserati était trop silencieux. Les sièges en cuir souple semblaient faux, comme un cercueil doublé de daim. J'étais assis à l'arrière, voûté, jouant le rôle du père fragile et reconnaissant. Victoire conduisait, ses longs ongles rouges tapant un rythme impatient sur le volant. Elle méprisait cette partie de la ville. Raphaël était sur le siège passager, retourné pour me faire face, sa voix mielleuse de cette fausse patience qu'on utilise pour un enfant ou un chien. « Ok, papa, revoyons ça une fois de plus, » a-t-il dit. Le nom de la banque est la Caisse fédérale du Pacifique, et tu as le numéro de police. J'ai fouillé dans la poche de mon vieux manteau usé et j'ai sorti le morceau de papier froissé que Vasseur et moi avions préparé. Oui, c'est juste ici. $150,000, Sarah. Elle était toujours si prévoyante. Oui, prévoyante, a dit Raphaël en m'arrachant le papier des mains. Maintenant souviens-toi, laisse-moi parler. Tu as la procuration, n'est-ce pas? A-t-il lancé à Victoire. C'est dans mon sac à main, chérie, a-t-elle dit sans quitter la route des yeux. Juste à côté du chéquier. Ça va être facile. On sera entré et sorti en 10 minutes. Ensuite, on pourra enfin en finir avec ça. J'ai juste hoché la tête, regardant par la fenêtre, me faisant tout petit. Oh, c'est bien. Je suis si nerveux dans les banques, tous ces formulaires. On sait, papa. Reste juste assis là et essaie d'avoir l'air compétent, a dit Raphaël. Victoire a finalement garé la voiture le long du trottoir. C'est ici. 4 Sens Grand Street. Quel quartier pourri. J'ai regardé par la fenêtre. Ce n'était pas un quartier pourri. C'était le centre absolu du quartier financier. Et le bâtiment devant lequel nous nous étions arrêtés n'était pas une petite caisse de crédit. C'était un gratte-ciel de 40 étages de verre noir et d'acier. Le nom sur la façade en granit poli était gravé discrètement mais avec une autorité indubitable. JP Morgan Chase, gestion de fortune privée, ou son équivalent français, comme Banque Transatlantique ou Rothschild & Co. Raphaël et Victoire fixaient le bâtiment. La Maserati tournait au ralenti, le silence dans la voiture soudainement lourd. « Papa » a dit Raphaël lentement, sa voix perdant son côté arrogant. « Ce n'est pas une caisse de crédit. »« Ce n'est pas ça ?» ai-je demandé, écarquillant les yeux dans une confusion parfaitement feinte. « Mais l'adresse est bonne. 4 Sens Grand Street. » C'est ce que le papier disait. « Oh là là, me suis-je trompé ?»« C'est une banque privée, Léo, » a sifflé Victoire, sa voix soudainement tendue par la suspicion. « C'est pour les milliardaires. Ils ne te laisseront même pas entrer dans le hall. À quel genre de jeu stupide joues-tu ?»« Je » ai-je dit, laissant ma voix trembler. « Je ne comprends pas. C'est l'endroit. Êtes-vous fâché contre moi ?»« Sors juste » a claqué Raphaël. Il était déconcerté. Ce n'était pas son plan. Il était hors de sa profondeur. Nous n'en aurons pas pour longtemps. Nous sommes sortis de la voiture. Le valet, voyant la Maserati, a couru, mais Raphaël l'a repoussé avec colère. Nous sommes entrés dans le hall. Le bruit de nos pas résonnait sur le marbre italien. L'air était froid, absolument silencieux, et sentait vaguement le vieil argent et la cire à parquet. Il n'y avait pas de file d'attente. Il n'y avait pas de guichet, juste une vaste étendue vide de pierre et un seul bureau de sécurité intimidant où un homme dans un costume impeccable nous regardait. Raphaël, d'habitude si plein d'assurance, semblait petit. Il a tiré sur le col de sa chemise. Les talons hauts de Victoire claquaient nerveusement sur le sol, le son anormalement fort. « Papa, c'est une erreur »
a chuchoté Raphaël en saisissant mon bras. Ta petite police n'est pas ici. Partons. On a l'air ridicule. Mais je ne sais pas où aller d'autre, ai-je protesté, m'accrochant à son bras. Puis-je vous aider? La voix du garde de sécurité était profonde et résonnait dans le silence. Raphaël était sur le point d'inventer une excuse, mais avant qu'il ne puisse le faire, un ensemble de hautes portes en verre s'est ouvert en chuintant depuis un couloir privé. Une femme a émergé. Elle était grande, vers la fin de la quarantaine, portant un tailleur bleu foncé dont je savais, de mes jours avec Sarah, qu'il était fait sur mesure. Son badge épinglé discrètement à son revers indiquait « Madame Alvarez, directrice d'agence ». Elle était exactement celle que Vasseur avait dit qui serait là. Elle était son alliée. Elle a ignoré Raphaël et Victoire complètement. Ses yeux ont scanné le hall, sont passés sur eux comme s'ils étaient des meubles et se sont posés sur moi. Un sourire chaleureux et brillant a illuminé son visage. « Monsieur Harel !» s'est-elle exclamée, marchant rapidement vers moi avec sa main tendue. « Nous vous attendions. C'est un tel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Maître Vasseur parle constamment de vous. » J'ai pris sa main, m'enfonçant plus profondément dans mon rôle. « Oh, bonjour, chère madame. Vous avez. Je suis juste ici pour la police de ma femme. Je pense que j'ai le bon endroit. » Raphaël et Victoire étaient figés. Leur bouche était légèrement ouverte. Ils regardaient tour à tour moi, le vieil homme sénile dans la veste tachée, et cette puissante directrice de banque qui me traitait comme un chef d'État en visite. Madame Alvarez a émis un petit rire complice et doux. « Bien sûr, monsieur Harel, nous pouvons certainement en discuter. Et ce doit être votre fils, Raphaël. » Elle s'est tournée vers lui. Son sourire est devenu poli, professionnel, et instantanément 10 degrés plus froid. « Monsieur Harel fils, enchanté. » Elle a jeté un coup d'œil à Victoire, a fait un signe de tête sec qui reconnaissait à peine son existence, puis a retourné toute son attention chaleureuse vers moi. « Si vous voulez bien me suivre, monsieur Harel, nous avons préparé la salle de conférence privée pour vous, comme vous l'avez demandé. Nous avons les documents dont vous aurez besoin. » Salle de conférence, a bégayé Raphaël. Nous avons juste besoin de parler à un guichetier pour une police de 150 000 $. Madame Alvarez l'a regardé comme s'il venait de suggérer qu'il fasse affaire sur le trottoir. « Nous n'avons pas de guichetier, monsieur Harel, a-t-elle dit lentement, le moindre tranchant dans sa voix. Nous traitons toutes les transactions des clients en privé. Maintenant, si vous voulez bien me suivre. » Elle s'est retournée et a ouvert la marche. J'ai traîné les pieds derrière elle, jouant le rôle du vieil homme confus mais reconnaissant. Raphaël et Victoire n'avaient pas d'autre choix que de suivre. Le piège s'était refermé. Ils étaient dans mon monde maintenant. Nous avons marché le long d'un long couloir, la moquette si épaisse que nos pas ne faisaient aucun bruit. Madame Alvarez a ouvert une lourde porte en verre. « S'il vous plaît » a-t-elle dit en nous invitant à entrer. « Mettez-vous à l'aise. » C'était une grande salle de conseil dominée par une table massive en acajou. Raphaël et Victoire se sont assis maladroitement, ressemblant à des enfants qui s'étaient égarés dans le bureau du directeur. Ils étaient complètement déséquilibrés, sentant le piège mais ne voyant pas les dents. « Maintenant » a dit Madame Alvarez en s'asseyant en bout de table et en ouvrant un dossier impeccable. « Vous êtes ici pour la police d'assurance de votre femme, monsieur Harel. Nous avons ces papiers. Mais avant d'en arriver là, Maître Vasseur m'a demandé de passer en revue vos avoirs principaux avec votre fils présent. Il a dit que vous vouliez qu'il soit pleinement informé. » Raphaël et Victoire se sont regardés, leurs visages pâles de confusion. « Avoirs principaux » a demandé Raphaël, sa voix se brisant. « Oui » a dit Madame Alvarez, son visage un masque parfait d'innocence professionnelle. « Devons-nous commencer par la fiducie nationale, ou préféreriez-vous commencer par les comptes offshore aux îles Caïmans? Ou peut-être juste le portefeuille principal ?» Le silence dans la pièce était si total que je pouvais entendre le faible bourdonnement de la climatisation. Raphaël a dégluti. C'était un bruit fort et sec. Je ne comprends pas. Quel portefeuille? Les jointures de Victoire étaient blanches, agrippant son sac à main. Raphaël, de quoi parle-t-elle? C'est une erreur. C'est un comptable retraité. Dis-lui. Je pense qu'il y a un malentendu, a bégayé Raphaël, essayant de retrouver son calme. Mon père est ici pour une police d'assurance vie de 150 000 $. Il n'a pas de portefeuille. Madame Alvarez a levé les yeux de ses papiers, son expression celle d'une confusion polie, presque clinique. Elle m'a regardé. Monsieur Harel, j'ai bien peur que ce soit moi qui ne comprenne pas. N'êtes-vous pas au courant de vos comptes? Je me suis penché en avant, m'enfonçant plus profondément dans mon rôle. Oh là là,
ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Je suis tellement confus avec ces choses. Tous ces chiffres. Ma femme Sarah, elle s'occupait de tout. Depuis qu'elle est partie, je suis juste perdu. Tout ce que dit maître Vasseur est bien. Je lui fais confiance. Bien sûr, a dit madame Alvarez, sa voix s'adoucissant alors qu'elle me parlait, mais durcissant alors qu'elle se retournait vers Raphaël. Eh bien, permettez-moi de clarifier les choses pour vous alors, monsieur Harel Junior. Elle a tapé quelques touches sur un clavier discret intégré à la table. Un grand écran plat sur le mur, auparavant déguisé en œuvre d'art moderne, s'est allumé. Il montrait une page de résumé unique. Voici le portefeuille d'investissement principal de votre père, a dit madame Alvarez, sa voix aussi décontractée que si elle parlait de la météo. C'est ce que nous appelons son argent de poche, séparé des fiducies principales. Raphaël et Victoire fixaient l'écran. Ils ne comprenaient pas les graphiques complexes, les tickers, les allocations d'obligations, mais ils comprenaient une chose, le chiffre en bas. À la clôture du marché hier, a dit madame Alvarez, la valeur du portefeuille principal de votre père est de 87 429 000 € et 63 centimes. Le bruit que Victoire a fait n'était pas humain. C'était un halètement haut et étranglé comme un animal qui se noie. Son sac à main à 5 000 € a glissé de sa poigne aux jointures blanches et est tombé sur la moquette épaisse avec un bruit sourd et coûteux. Raphaël est juste devenu blanc. Pas pâle. Blanc, la couleur de l'os. Le sang a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il fixait l'écran, ses yeux écarquillés et sans cligner, sa bouche légèrement ouverte. 87 millions. Les mots résonnaient dans la pièce silencieuse. Il a tourné la tête pour me regarder, le mouvement lent, robotique. Il n'était plus le fils arrogant de la banque. Il n'était plus le prédateur du bistrot. Il était juste un fantôme. « Toi » a-t-il chuchoté. Sa voix était brute, incompréhensive. « Toi, tu as 87 millions d'euros. » Je l'ai juste regardé, mon visage un masque de douce confusion sénile. « Toi » il a essayé à nouveau, sa voix montant, se brisant avec une vie de rage refoulée et une nouvelle compréhension terrible. « Tu conduisais une Ford. Tu portais cette veste. Nous vivions dans cette maison. C'était une bonne maison, fils, ai-je dit doucement. Tu m'as menti. » A-t-il finalement rugi en frappant son poing sur la table en acajou. Le son était explosif dans la pièce calme. Toute ma vie tu m'as laissé penser. Tu nous as laissé penser. Tu étais pauvre. Tu m'as laissé. Tu as 87 millions. La pure fureur non frelatée dans sa voix était terrifiante. Ce n'était pas la colère d'un fils qui avait été trahi. C'était la colère d'un voleur qui venait de réaliser, après avoir volé l'argenterie, qu'il avait manqué les lingots d'or cachés sous le plancher. Il n'était pas en colère que j'ai menti. Il était furieux de ne pas avoir su qu'il y avait plus à voler. Raphaël, a chuchoté Victoire, tirant sur sa manche, ses yeux toujours collés à l'écran. Raphaël, tais-toi. Réfléchis. Mais il était au-delà de la réflexion. Il s'est levé, renversant sa chaise. Toutes ces années, a-t-il crié, le visage violet. Toutes ces années où j'ai travaillé. Toutes les choses dont j'avais besoin. Les prêts étudiants. Tu m'as fait prendre des prêts étudiants alors que tu étais assis là-dessus. Je voulais que tu construises ta propre vie, Raphaël, ai-je dit. Ma voix toujours calme, coupant à travers sa rage. Celle que j'ai construite était la mienne. La tienne. Il a ri d'un rire aigu et laid. Et maintenant tu vas quoi? Tout donner à cette étrangère? Il a pointé sauvagement madame Alvarez. Madame Alvarez a simplement haussé un sourcil, imperturbable. Non, Raphaël, a dit une nouvelle voix derrière nous. La lourde porte en verre de la salle de conférence s'est ouverte en chuintant. Maître Vasseur est entré. Il ne souriait pas. Il était suivi de deux hommes, de grands hommes, des hommes qui portaient des costumes sombres qui ne cachaient pas tout à fait le fait qu'ils étaient des officiers de police. Il ne le donne pas à madame Alvarez, a dit Vasseur, sa voix comme de la glace. Et il ne le donne pas à vous non plus. Raphaël Harel, Victoire Harel, vous êtes en état d'arrestation. L'accusation de Raphaël flottait dans l'air, lourde et toxique. Tu m'as menti toute ma vie. Tu m'as laissé penser que tu étais pauvre. Maître Vasseur s'est tenu là un instant. Une silhouette grande et imposante dans son costume sombre, sa mallette en cuir dans une main. Il a regardé le visage violet et furieux de Raphaël, puis Victoire, qui était toujours figée, ses yeux collés aux chiffre de 87 millions sur l'écran. Il n'a pas menti, Raphaël, a dit Vasseur, sa voix coupant la tension. Il ne t'a juste pas dit. Il y a une différence.
Raphaël s'est retourné. Qui diable êtes-vous? Je suis maître Vasseur, a-t-il dit en entrant complètement dans la pièce. Et derrière lui, les deux autres hommes sont entrés. Ce n'étaient pas des banquiers. Ils étaient grands, impassibles, et portaient les uniformes bleu foncé impeccables de la police nationale. Le poids des badges sur leur poitrine et des armes à la ceinture semblait aspirer tout l'air de la pièce. Victoire a émis un petit bruit d'étouffement. La rage de Raphaël s'est évaporée instantanément, remplacée par une terreur froide et soudaine. Ses yeux allaient des officiers de police à Vasseur, puis à moi, puis de retour aux officiers. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » a bégayé Raphaël. « Papa, qu'est-ce que c'est » Vasseur a posé sa mallette sur la table avec un bruit sourd et définitif. Il a regardé Madame Alvarez, qui était restée silencieuse à son poste. « Merci, Madame Alvarez. Vous pouvez attendre dehors. C'est maintenant une affaire de police. » Elle a hoché la tête, m'a donné un dernier regard respectueux et a glissé hors de la pièce. La lourde porte s'est refermée derrière elle, nous scellant à l'intérieur. L'un des officiers, un homme aux épaules larges avec un visage taillé dans la pierre, s'est tenu près de la porte, sa main reposant près de sa ceinture. L'autre officier, plus jeune, se tenait à côté de Vasseur, tenant un bloc-notes. Raphaël Harel, Victoire Harel, a dit Vasseur, sa voix formelle, froide et finale. Vous êtes détenu pour suspicion de fraude aggravée sur personnes vulnérables, escroquerie immobilière et conspiration en vue de commettre une fraude électronique. Victoire a laissé échapper un petit cri hystérique. Quoi? Non, c'est ridicule. Nous n'avons rien fait. Nous l'aidions. Raphaël, pour sa part, secouait la tête, essayant de donner un sens à tout cela. Fraude? Quelle fraude? Nous. Papa, dis-leur. Dis-leur que tu es confus. Dis-leur que nous t'aidions juste avec la police d'assurance. Il m'a regardé, ses yeux suppliants, mais ce n'était pas la supplique d'un fils. C'était la supplique d'un animal acculé. Je ne suis pas confus, Raphaël, ai-je dit, ma voix trouvant enfin sa force. Je n'ai jamais été aussi clair de ma vie. Mais la procuration, a hurlé Victoire, trouvant enfin sa voix et sa rage. Nous avons la procuration. Il nous l'a donnée. C'est légal. Nous avons le droit. Elle a fouillé dans son sac à main, celui qui était tombé par terre. C'est là-dedans. J'ai le papier, Raphaël. Prends le papier. Ah oui, a dit Vasseur, un sourire mince et cruel touchant ses lèvres. La procuration. J'espérais que vous mentionneriez cela. Victoire a finalement arraché le document plié de son sac à main. Ici, a-t-elle crié en le tendant au jeune policier. Voyez, c'est juste ici. Procuration générale durable. Signé, scellé. C'est à nous. Il nous a donné le droit. L'officier a regardé le papier, puis Vasseur, puis moi, clairement confus. Elle a tout à fait raison, a dit Vasseur en marchant lentement vers la table. C'est la signature de M. Harel, et c'est une procuration générale durable. C'était, pour un temps, un instrument juridique parfaitement valide. Les épaules de Raphaël se sont légèrement détendues. Il a vu une bouée de sauvetage. Vous voyez, c'est valide. C'est du harcèlement. Nous allons vous poursuivre. Nous allons vous poursuivre tous. Vasseur a simplement regardé sa montre. Une simple et élégante montre en or à l'ancienne. L'heure, a-t-il dit à personne en particulier, est 11h17 le jeudi 10 novembre. Il a ensuite regardé les officiers. Messieurs, le document que Madame Harel tient a été légalement, officiellement et irrévocablement révoqué par M. Harel il y a 3 jours, le lundi 7 novembre à 15h15. Victoire s'est figée. Sa main tenant toujours le papier a commencé à trembler. Quoi? A-t-elle chuchoté. J'ai déposé la révocation de procuration au bureau d'enregistrement moi-même, a continué Vasseur, sa voix implacable. Elle a été horodatée et est devenue effective immédiatement. Ce qui signifie que lorsque vous, Monsieur Harel, êtes entré dans une banque il y a 2 jours, le mardi 8 novembre, et avez utilisé ce document pour obtenir frauduleusement une hypothèque d'un demi-million au nom de votre père, vous commettiez une fraude bancaire. Raphaël a commencé à secouer la tête, un mouvement lent et incrédule. Et, a ajouté Vasseur, lorsque vous avez tous les deux assisté à la clôture hier, mercredi 9 novembre, et utilisé ce même document nul pour signer les papiers de vente de la maison de 1,8 million de votre père, vous commettiez une fraude immobilière et un abus de faiblesse aggravé. Victoire a regardé le papier dans sa main, comme s'il était en feu. Non, c'est pas possible. Comment a-t-il pu? Raphaël s'est tourné vers moi, son visage un masque d'incrédulité.
Tu l'as révoqué avant. Comment savais-tu? Et voilà. La question qu'il aurait dû se poser dès le début. Je me suis levé de ma chaise. J'étais fatigué d'être assis. J'étais fatigué d'être le petit vieux. Tu es devenu négligent, Raphaël, ai-je dit. Quoi? Tu es devenu avide et arrogant. Tu pensais que j'étais un idiot. Tu pensais que j'étais juste un vieil homme sénile qui ne remarquerait rien. Mais tu as oublié qui t'a appris à jouer aux échecs. J'ai marché vers lui. Il a instinctivement fait un pas en arrière. Tu pensais être si malin, ai-je dit, ma voix calme mais portant dans la pièce silencieuse. Tu as mis la maison en vente privée, une vente confidentielle. Pas de panneau sur la pelouse, pas de visite publique. Tu pensais que je ne le découvrirais jamais avant que tu viennes à la banque pour me lancer mon os de 10 000 euros. Comment. Comment as-tu su? A-t-il chuchoté. Tu as oublié ma partie de poker, fils. Tu as oublié que je joue au poker tous les mardis soirs depuis 20 ans avec le même groupe d'hommes. Tu as oublié que l'un de ces hommes est Arthur Vallet, le plus grand courtier en immobilier commercial et résidentiel de la région. J'ai vu la reconnaissance poindre sur son visage, l'horreur. Arthur a vu l'annonce passer sur le réseau privé. Il savait que c'était ma maison. Il connaissait mon nom. Il a trouvé ça étrange. Alors il m'a appelé. Il m'a appelé Raphaël et m'a demandé si j'avais des ennuis, si mon fils me forçait à vendre. Je me suis penché. Je lui ai dit, non, bien sûr que non. Je lui ai dit que tout cela faisait partie de mon plan de retraite. Et puis, au moment où j'ai raccroché, j'ai appelé Maître Vasseur et nous avons commencé à creuser. Nous avons trouvé les prêts de Miami. Nous avons trouvé la dette de 2,5 millions. Et nous avons trouvé la procuration que tu avais déposée. J'ai souri, le sourire froid. Tu m'as donné 3 jours. D'avance, fils. 3 jours pour révoquer la procuration. 3 jours pour organiser cette réunion. 3 jours pour préparer cette pièce entière juste pour toi. Raphaël me fixait, son esprit traitant enfin toute la portée dévastatrice de son erreur. Victoire ne traitait pas l'information. Elle paniquait. Elle s'est jetée sur moi, ses ongles rouges visant mon visage. Toi, espèce de salaud. Tu nous as piégés. Tu nous as piégés. Le plus jeune officier a été plus rapide. Il a saisi son bras en plein vol, l'a fait pivoter et l'a plaqué contre le mur. Le bruit de son impact contre le lambris d'acajou était sec, final. Non, a crié Raphaël, avançant vers elle. L'autre officier s'est mis en travers de son chemin, la main sur son holster. Monsieur, ne bougez pas, mettez vos mains dans le dos. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation. Alors que la première menotte cliquetait sur le poignet de Victoire, elle a tourné la tête, le visage déformé par une haine pure et non frelatée. Elle ne regardait pas la police. Elle ne regardait pas Vasseur. Elle regardait Raphaël. Toi, a-t-elle hurlé, sa voix un cri brut. C'est ta faute, espèce d'homme stupide, stupide. Tu m'as dit qu'il n'était qu'un vieux fou sénile et fauché. Tu m'as dit qu'il n'était rien. Il n'est pas rien, Victoire, ai-je dit doucement. J'ai fouillé dans la poche de ma vieille veste et j'ai sorti le chèque de 10 000 euros qu'il m'avait donné. J'ai marché et je l'ai placé sur la table devant Raphaël menotté. C'est mon fils, ai-je dit. Et en tant que père, je vais lui donner un dernier conseil. Raphaël a levé les yeux vers moi. Ses yeux morts, sa vie finie. Tu vas avoir besoin de ça pour ton avocat. Victoire continuait de hurler alors que les portes en verre se refermaient, me laissant seul dans la salle de conseil silencieuse avec Vasseur. C'était 3 semaines plus tard. L'adrénaline de la confrontation s'était estompée, remplacée par la machinerie silencieuse et broyante du système judiciaire. J'étais dans le bureau de Vasseur. C'était au-dessus de la ville, un espace de bois sombre, de cuir et de verre, une forteresse de pouvoir calme et coûteux. Vasseur était assis en face de moi, un dossier ouvert sur son bureau. Il ne souriait pas. Il ne célébrait pas. Il rapportait simplement. Les retombées sont considérables, a-t-il dit en ajustant ses lunettes. Le couple qui a acheté votre maison poursuit naturellement Raphaël et Victoire pour fraude et dommages-intérêts. Ils ont vendu leur propre maison pour acheter la vôtre. Ils vivent actuellement à l'hôtel. J'ai juste hoché la tête, sirotant le café que son assistante avait apporté. Il était noir et fort. Deuxièmement, a-t-il continué, la banque qui a émis l'hypothèque frauduleuse de 500 000 $ les poursuit. La compagnie d'assurance Titre les poursuit. En gros, tous ceux qu'ils ont touchés les poursuivent maintenant. Et le procureur? Ai-je demandé. Le procureur ne poursuit pas, Léo. Il inculpe. Vasseur a dit, le dossier est en béton armé. Fraude bancaire, fraude électronique, abus de faiblesse aggravé avec la révocation horodatée avant les crimes.
C'est gagné d'avance. Ils n'auront pas de libération sous caution. Ils seront traduits en justice la semaine prochaine et ils seront presque certainement reconnus coupables. Et l'argent? Le 1,8 million de la vente est gelé. Les 500 000 de l'hypothèque sont aussi gelés. C'est toute une preuve maintenant. Ce sera rendu éventuellement. La maison vous sera restituée. Il a fait une pause, puis a ajouté. Et puis il y a la situation de Miami, la dette de 2,5 millions. J'ai dit, correct. Nos amis de Floride ont été mécontents que Raphaël n'ait pas payé à la date limite. Ils ont été encore plus mécontents d'apprendre que les 2,3 millions qu'il avait obtenus ont été immédiatement saisis par le gouvernement. Sont-ils une menace? Ai-je demandé. Vasseur a secoué la tête. Plus. Maintenant. Pas pour nous. Ce sont des criminels, mais ils ne sont pas stupides. Ils détestent l'attention de la police. Le bureau du procureur, utilisant un tuyau anonyme de notre part, a contacté leurs représentants. Un arrangement a été conclu. Quel genre d'arrangement? Ils peuvent disparaître tranquillement et en échange, ils fournissent au procureur tous les moyens de pression qu'ils ont sur Raphaël. Chaque SMS menaçant, chaque message vocal désespéré qu'il a laissé. Ils sont en fait des témoins coopérants. Ils aident le procureur à enterrer votre fils juste pour s'assurer qu'il ne pourra jamais pointer un doigt dans leur direction. Je me suis penché en arrière dans le lourd fauteuil en cuir. C'était fini. Raphaël était fini. Il était piégé sous tous les angles imaginables. Par la loi, par les criminels qu'il devait payer, et par moi. Mes yeux ont dérivé vers le seul objet personnel sur le bureau massif de Vasseur, une petite photo encadrée d'argent de ma femme Sarah. Vasseur avait été son ami avant d'être mon avocat. Il gardait sa photo là par respect. Elle souriait, ses yeux brillants, capturés dans notre ancienne maison lors d'un barbecue il y a 20 ans. Elle était belle et elle était si intelligente. Elle avait raison, a dit Vasseur, suivant mon regard. Elle m'a dit un jour qu'elle avait peur de ce moment. Vasseur a éclairci sa voix, un son sec et papier qu'il ne faisait que lorsqu'il était sur le point d'annoncer une nouvelle qu'il détestait vraiment. Léo, a-t-il dit, il y a encore une chose. C'est arrivé ce matin. Il a glissé un seul morceau de papier à travers l'étendue de son bureau en acajou. Ce n'était pas un document juridique. C'était un morceau de papier de cahier bon marché, fragile, le genre avec les bords déchiquetés d'avoir été arraché d'une spirale. Il était plié en un petit carré serré. Il avait été posté depuis la prison du comté. C'est de Raphaël, a dit Vasseur. J'ai fixé le papier. Je ne voulais pas le toucher. Il semblait contaminé. Vasseur, sentant mon hésitation, l'a déplié lui-même. Il l'avait, bien sûr, déjà examiné. Il l'a poussé plus près. Je l'ai pris. L'écriture était un gribouillis chaotique et paniqué. Ce n'était pas la cursive confiante et fluide de mon fils. C'était le grattage frénétique d'un animal en cage. « Papa » commençait-il. L'encre était tachée, peut-être par de l'eau, peut-être par des larmes. « Papa, tu dois arrêter ça. Tu dois me sortir d'ici. Tu ne comprends pas. Tu dois abandonner les charges. Ce n'est plus une question d'argent. C'est à propos d'eux. » Mon sang s'est glacé. J'ai continué à lire. Les hommes de Miami, ceux à qui je dois de l'argent, ce ne sont pas juste des hommes d'affaires, papa. Ce sont des animaux, et ils savent. Je ne sais pas comment, mais ils savent. Ils savent que tu as de l'argent. Ils ont entendu parler de l'arrestation. Ils ont entendu parler des 87 millions. Ils m'ont contacté ici. Ils savent que tu m'as piégé. Ils savent que tu as le vrai argent. J'ai dû relire cette ligne 2 fois. Ils savaient pour les 87 millions, mon secret, mon seul bouclier impénétrable. Comment Raphaël l'avait-il su tout le temps? Ou quelqu'un de la banque avait-il parlé? Il ne se soucie plus de moi. La lettre continuait, l'écriture devenant plus frénétique. Ils ne peuvent pas m'atteindre ici. Ils vont s'en prendre à toi. Ils m'ont dit qu'ils le feraient. Ils ont dit, si je ne peux pas payer, mon vieux père riche le fera. Ils savent où tu es. Ils savent tout. Sors-moi de là, papa. Tu dois me sauver. Tu dois les payer. S'il te plaît, papa, sauve-moi ou tu es le prochain. J'ai lentement et délibérément plié la lettre et je l'ai reposée sur le bureau de Vasseur. Le papier bon marché semblait gluant de sueur. Le sien ou le mien? Vasseur m'observait, son visage impassible. Eh bien, a-t-il demandé, il ment. Est-ce qu'il ment? A contré Vasseur. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Ces prêteurs de Miami, ce ne sont pas le genre de personnes qui effacent simplement une perte de 2,5 millions. Raphaël leur est inutile maintenant. Il est en prison. Il n'a aucun actif.
Mais vous, vous n'êtes pas inutile. Je me suis levé. Je ne pouvais pas rester assis. J'ai marché vers le mur de verre imposant qui servait de mur au bureau de Vasseur. La ville était loin en bas, une carte silencieuse et mouvante. C'est un manipulateur, Vasseur, ai-je dit, le dos tourné à lui. Il a menti sur la procuration. Il a menti sur la maison. Il a menti sur sa vie entière. Pourquoi ne mentirait-il pas à ce sujet? Il essaie de me faire peur pour que j'abandonne les charges. Il essaie de faire de moi son bouclier. C'est possible, a concédé Vasseur. C'est un mouvement de désespoir classique. Il essaie de trouver un levier. C'est un bluff, ai-je insisté, plus pour me convaincre moi-même que lui. Vasseur a pris la lettre. Un bluff à 2,5 millions, Léo. C'est un jeu à gros enjeux. Et le procureur pense que la menace est crédible. Il vous offre une protection policière. Non, ai-je dit instantanément. Je me suis retourné. Pas de police. Pas encore. Je ne serai pas une victime. Je ne serai pas effrayé hors de ma propre vie par cet enfant. Ce n'est pas un enfant, Léo. C'est un homme de 42 ans qui vient d'essayer de vous détruire. Et il a peut-être déclenché quelque chose que même moi je ne peux pas contrôler. La peur était réelle. Je pouvais la sentir froide dans mes tripes. Mais la colère était plus forte. Mon fils, mon propre fils venait de lancer des meurtriers sur moi. Ou il faisait semblant de le faire, ce qui était pire aussi, l'animal qui le ferait ou le monstre qui mentirait à ce sujet. Il veut me faire peur, ai-je dit, ma voix durcissant. Il veut que je panique. Il veut que je sois la victime. Il veut que je coure à sa cellule et que je lui promette n'importe quoi s'il les rappelle. C'est un jeu. Encore un de ces jeux pathétiques et manipulateurs. Et si ce n'en est pas un? A demandé doucement Vasseur. Et s'il disait la vérité pour la première fois de sa vie? Et s'il était vraiment terrifié, pas seulement pour lui-même, mais pour vous? Cette question flottait dans l'air, la plus toxique de toutes. Le minuscule espoir vacillant que peut-être, juste peut-être, il y avait un lambeau de mon fils resté dans cette cellule de prison. Un fils qui essayait de me prévenir. J'ai regardé la lettre, puis Vasseur. Ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Quoi? Ça n'a pas d'importance si c'est une menace ou un avertissement. La réponse est la même. Nous ne négocions pas. Nous n'abandonnons pas les charges. Nous ne leur payons pas un centime. Alors, que faisons-nous? A demandé Vasseur. Nous allons au procès, ai-je dit. Je vais prendre la barre et je vais le regarder dans les yeux et je vais découvrir la vérité juste là devant le juge et le jury. Voyons comment son histoire tient sous serment. Vasseur a hoché la tête lentement. Le procès est dans 2 semaines. Ça va être une tempête, Léo. Bien, ai-je répondu en me rasseyant. Je suis fatigué du calme. Que la tempête vienne. La salle d'audience était un tombeau. Elle était bondée. Les journalistes longeaient le mur du fond comme des vautours. Le jury était assis dans son box, leurs visages sombres, essayant de ne pas me regarder ou de ne pas les regarder. J'étais assis derrière la table du procureur avec Vasseur. J'étais calme. J'étais prêt. Puis ils les ont fait entrer. Je n'avais pas vu Raphaël ou Victoire au cours des 2 semaines depuis leur arrestation. Le changement était horrifiant. Les combinaisons de prison pendaient sur eux. Le visage de Raphaël était émacié, jaunâtre, avec une barbe de 2 semaines. Ses yeux, quand ils ont rencontré les miens, n'étaient plus arrogants. Ils étaient creux, vides. Victoire était pire. Ses cheveux coûteux étaient ternes. Et gras. Son visage était bouffi d'avoir pleuré. Elle a traîné les pieds en entrant, menottée aux poignets et aux chevilles, et elle ne regardait personne. Elle fixait juste le sol. La femme qui m'avait hurlé dessus à la banque avait disparu, remplacée par cette coquille brisée et pathétique. Le dossier de l'accusation était méthodique. Vasseur et le procureur travaillaient en parfaite synchronisation. Ils ont présenté la révocation horodatée de la procuration. Ils ont présenté les relevés bancaires pour le prêt frauduleux de 500 000 $. Ils ont présenté la vente illégale finalisée de ma maison à 1,8 million. Tout cela daté après la révocation. C'était propre. C'était simple. C'était indéniable. Puis c'était mon tour. J'ai pris la barre. J'ai prêté serment. J'ai regardé mon fils. Il m'a finalement rendu mon regard, un regard désespéré et suppliant. Je n'ai rien ressenti. Le procureur a été doux. Il m'a fait revivre les événements, la chute, la procuration, l'appel d'Arthur Vallet, la rencontre au bistrot, le piège à la banque. C'était un récit clair et dévastateur de tromperie. Puis c'était le tour de la défense. L'avocat de Raphaël, un homme à l'allure vive et coûteuse nommé Kessler, s'est approché de la barre.
Il n'allait pas contester les faits. Les faits étaient indéniables. Il allait contester le mobile. Il allait me mettre en procès. Monsieur Harel, a-t-il commencé, sa voix douce et sympathique. Cela doit être très difficile pour vous, votre fils unique. Je suis ici pour énoncer les faits, ai-je dit. Bien sûr, bien sûr. Parlons de ces faits, a dit Kessler, faisant les 100 pas devant le jury. Le fait est que vous êtes un homme très, très riche. Est-ce exact? J'ai eu de la chance, ai-je dit. 87 millions. Je dirais que c'est plus que de la chance, monsieur. J'appellerais cela une dynastie. Pourtant, vous avez élevé votre fils à croire que vous étiez un simple comptable de classe moyenne. J'ai élevé mon fils pour valoriser le travail, pas la richesse. Un sentiment noble, a dit Kessler en souriant au jury. Ou une excuse commode. Vous avez vécu un mensonge, monsieur Harel. Un mensonge de 40 ans. Vous avez laissé votre fils croire que vous étiez égaux. Vous l'avez regardé lutter avec des prêts étudiants, n'est-ce pas? J'ai payé pour son université, ai-je dit. L'université publique, oui, mais vous l'avez laissé prendre des prêts pour son master. Vous, un homme avec 87 millions. Je voulais qu'il ait la propriété de sa propre réussite. Vous vouliez qu'il lutte. Kessler m'a coupé. Et puis quand il a lutté, quand il s'est retrouvé dépassé, il est venu vers vous, n'est-ce pas? Il n'est jamais venu vers moi, ai-je dit fermement. Vraiment. Kessler a bondi. Lui et sa femme sont venus vous voir il y a 2 mois, inquiets pour votre santé après une chute. Ils vous ont supplié de les laisser vous aider, de les laisser gérer vos simples affaires, vos factures de ménage, parce qu'ils vous aimaient. Et vous avez signé cette procuration. J'ai été trompé, ai-je dit. Ou vous tendiez un piège. La voix de Kessler a soudainement retenti dans la salle d'audience. Votre fils avait des ennuis. Vous le saviez, n'est-ce pas? Vous nous avez dit que votre ami courtier vous avait appelé. Je savais qu'il vendait ma maison. Oui. Et vous saviez pourquoi. Kessler a insisté. Votre propre avocat, maître Vasseur, avait déjà enquêté. Vous saviez pour la dette de 2,5 millions. Vous saviez qu'il était désespéré. Vous saviez qu'il faisait face à des hommes qui lui feraient du mal. Il a fait une pause, laissant le jury absorber cela. Il me peignait comme une araignée froide et calculatrice. Donc, vous aviez le choix, n'est-ce pas, monsieur Harel? En tant que père, vous auriez pu appeler votre fils. Vous auriez pu l'asseoir et dire « Fils, je sais que tu as des ennuis. Je peux t'aider. Voici. L'argent. » Vous auriez pu le sauver. Mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Il m'a volé, ai-je dit, ma voix basse. Il était désespéré. Et vous, avec vos 87 millions, avez décidé de quoi? Lui donner une leçon. Vous avez tendu un piège élaboré. Vous, son père, vous avez engagé une équipe d'avocats. Vous avez mis en scène une fausse réunion dans une banque privée. Vous l'avez humilié. Vous l'avez piégé. Vous l'avez détruit. Tout ça pour protéger de l'argent dont vous n'avez même pas besoin. Il a marché droit vers la barre des témoins, ses yeux brûlants dans les miens. La salle d'audience était silencieuse comme la mort. « Monsieur Harel, » a-t-il dit, sa voix tombant dans un murmure dramatique et confidentiel. « Soyons parfaitement clairs pour ce jury. Votre fils avait des ennuis. Il devait 2,5 millions. Une erreur d'arrondi pour vous. Vous avez 87 millions. » Il s'est tourné vers le jury, puis de retour vers moi. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas simplement aidé votre fils? Pourquoi tendre ce piège élaboré et cruel? Pourquoi ne pas être simplement un père? La question de Kessler flottait dans la salle d'audience bondée, épaisse et toxique. J'ai vu une lueur d'espoir dans les yeux de Raphaël. Il s'est penché en avant. C'était sa seule défense. Que j'étais le monstre, que j'étais un père riche et cruel qui l'avait poussé dans un coin. Je n'ai pas regardé Kessler. Je n'ai pas regardé Raphaël. J'ai tourné ma chaise légèrement et j'ai regardé directement le jury. 12 personnes ordinaires qui avaient écouté tout ce cauchemar. J'ai attendu. Le silence s'étirait. Une femme au dernier rang a toussé nerveusement. Finalement, j'ai parlé. Ma voix n'était pas forte. Elle n'était pas en colère. Elle était juste fatiguée et claire. Parce qu'il n'a jamais demandé. Kessler a froncé les sourcils, déstabilisé par la réponse simple. Je suis désolé. Quoi? Il n'a jamais demandé, ai-je répété en établissant un contact visuel avec un homme du jury qui avait à peu près mon âge. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas aidé mon fils désespéré. Mais un fils désespéré vient voir son père. Un fils désespéré dit « Papa, j'ai des ennuis. J'ai échoué. J'ai peur.
J'ai besoin de toi. S'il avait fait ça, s'il avait jamais fait ça, je l'aurais aidé. J'aurais été en colère. Mais j'aurais aidé. J'ai fait une pause, puis j'ai continué. Mais Raphaël n'est pas venu me voir comme un fils. Il est venu me voir comme un voleur. Objection, a crié Kessler. C'est pour le jury aussi. Retenu, a dit le juge. Monsieur Harel, répondez juste à la question. Je le fais, votre honneur, ai-je dit en me retournant vers le jury. L'avocat demande pourquoi je ne lui ai pas simplement donné les 2,5 millions. La raison est simple. Il ne voulait pas 2,5 millions. Il voulait tout. Il a volé ce qu'il pensait être ma vie entière. Il a volé ma maison, les souvenirs de ma femme, tout ce que j'avais au monde. Et il l'a fait en me piégeant pour signer un papier. Je me suis penché en avant. Ce n'est pas à propos d'un père refusant d'aider son fils. C'est à propos d'un fils qui a essayé de rendre son propre père sans abri. J'ai vu les yeux du jury s'écarquiller. Ils avaient oublié cette partie. Il n'a pas seulement pris ma maison. Il est venu à la banque avec sa femme et m'a tendu un chèque de 10 000 €. Il m'a dit d'aller trouver une chambre dans un taudis. Il m'a donné 24 heures pour sortir de la maison où j'avais vécu pendant 40 ans. Il avait déjà appelé des déménageurs pour emmener mes affaires, les affaires de ma femme, dans un garde-meuble bon marché. Ce n'est pas un homme demandant de l'aide, maître Kessler. C'est un prédateur concluant une affaire. J'ai regardé vers Raphaël. Il avait la tête dans les mains. Victoire me fixait, son visage un masque de haine pâle et stupéfaite. Vous parlez de mes 87 millions. Ai-je dit, ma voix montant juste. Un peu. Vous voulez faire porter cela sur mon argent? Ma femme et moi, nous avons gardé cet argent secret pour une raison. Nous voulions que notre fils soit un homme de caractère. Nous voulions qu'il valorise le travail acharné. Nous voulions qu'il soit meilleur que l'argent. Nous avons échoué là-dessus. Mais mon argent n'a jamais été le vrai secret ici. C'était juste de l'argent. Il reposait dans un compte intact. Le vrai secret, celui que nous sommes tous ici aujourd'hui pour découvrir, c'était le caractère de mon fils, son absence de caractère, son avidité, sa volonté de détruire sa propre famille pour un acompte sur une Maserati. C'était ça le secret. Un secret qu'il a gardé caché derrière un masque de fils aimant pendant 40 ans. J'ai regardé de Raphaël au jury, ma voix baissant mais portant à travers la pièce silencieuse. Et maintenant, grâce à ses propres actions, ce n'est plus un secret. Maintenant, nous le voyons tous. La salle d'audience était absolument immobile. Je pouvais entendre l'horloge sur le mur tic-taquer. Ce n'était pas un piège. Ai-je fini, ma voix brute. Je ne l'ai pas piégé. J'ai juste arrêté de le laisser mentir. J'ai révoqué un document frauduleux. Je l'ai laissé marcher en plein jour dans le crime qu'il commettait déjà. Il s'est piégé lui-même. Il a choisi ça. Il a choisi la fraude plutôt que la famille. Il a choisi l'avidité plutôt que l'amour. Il a choisi ça. J'ai regardé Kessler. Il était juste debout là, sa bouche légèrement ouverte. Tout l'air était sorti de son argument. Il n'avait plus de questions. Il a juste hoché la tête, vaincu, et est retourné à sa table. Je n'ai plus de questions pour ce témoin, votre honneur, a-t-il marmonné. Je me suis levé et avant de partir, j'ai regardé Raphaël d'une dernière fois. Il pleurait. Pas les sanglots forts et hystériques de Victoire, mais des larmes silencieuses et brisées. Il ne pleurait pas parce qu'il était pris. Il pleurait parce qu'il venait de réaliser pour la première fois la vraie valeur incalculable de ce qu'il venait de perdre. Le jury a délibéré pendant moins d'1 heure. Ce que Vasseur m'avait dit était un très, très bon signe. Quand ils sont rentrés, leurs visages étaient figés comme de la pierre. Ils n'ont pas regardé Raphaël. Ils n'ont pas regardé Victoire. Ils ont regardé droit vers le juge. La présidente du jury, une femme d'environ mon âge, s'est levée, un morceau de papier tremblant dans sa main. Sur l'accusation de conspiration en vue de commettre une fraude, comment trouvez-vous l'accusé? Coupable. Un sanglot aigu et étranglé est venu de Victoire. Sur l'accusation d'abus de faiblesse aggravée, comment trouvez-vous l'accusé? Coupable. Raphaël a baissé la tête, ses épaules tremblant. Sur l'accusation de fraude bancaire. Coupable. Sur l'accusation de fraude immobilière. Coupable. Cela a continué chef après chef. Coupable. 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 Un battement de tambour de justice. Le juge n'a pas perdu de temps. Il a demandé une condamnation immédiate étant donné les preuves accablantes et la malveillance profonde et calculée des crimes. Kessler, l'avocat de Raphaël, a essayé de plaider la clémence. Il a parlé du désespoir de Raphaël, de son casier vierge, de son père manipulateur.
Le juge l'a coupé. Maître Kessler, a dit le juge, sa voix comme de la glace. Votre client n'a pas seulement volé de l'argent. Il a tenté de détruire son propre père. Il a essayé de rendre un homme de 70 ans, son propre sang, sans abri. La cruauté de cet acte, bien au-delà de la somme financière, est ce que cette cour trouve le plus effroyable. Il a regardé Raphaël. Il a regardé Victoire, qui pleurait maintenant ouvertement dans ses mains. Pour ces crimes, cette cour vous condamne, Raphaël Harel, à 15 ans de réclusion criminelle. Vous, Victoire Harel, êtes condamné à 10 ans. Le bruit du marteau était comme un coup de feu. Victoire s'est effondrée. Elle s'est affaissée avant, sanglotant hystériquement. L'huissier a dû la tirer sur ses pieds. Mais Raphaël était différent. Il était complètement immobile. Il a lentement levé la tête. Il ne regardait pas le juge. Il ne regardait pas sa femme en pleurs. Il me regardait. Ses yeux n'étaient plus creux. Ils brûlaient. Ils étaient remplis d'une haine noire pure que je n'avais jamais vue auparavant. C'était le visage d'un homme qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre. 15 ans, a-t-il chuchoté juste pour moi. Monsieur, allons-y, a dit l'huissier en tirant son bras. Raphaël s'est levé, mais il a gardé ses yeux verrouillés sur les miens. Alors que l'officier commençait à l'emmener, ses mains menottées derrière lui, il s'est jeté en avant, ou autant que les menottes le permettaient. Il hurlait, non pas de tristesse, mais de pure rage animale. « Tu penses avoir gagné » a-t-il hurlé, sa voix se brisant. « Tu penses que c'est fini ? Tu penses que tu es en sécurité ?» Les officiers l'ont saisi, essayant de le tirer vers la sortie. « Ils sont toujours là dehors, vieil homme » a-t-il rugi, se battant contre eux. « Les hommes de Miami, ils se fichent que je sois ici. Ils savent pour toi. Ils savent pour tes 87 millions. » Il était traîné en arrière, ses pieds raclant le sol. « Tu ne m'as pas sauvé. Tu as juste peint une cible sur ton propre dos. Ils viennent pour toi. Ils viennent pour l'argent. Tu es un homme mort. Tu m'entends ? Tu es mort. » Ces cris résonnaient dans le couloir longtemps après que la porte ait claqué. La salle d'audience était silencieuse. Le jury était pâle. Vasseur s'est tourné vers moi, son visage sombre. La victoire semblait creuse. La menace n'était pas un bluff. Elle était réelle, et elle était toujours là dehors. Un mois plus tard, la salle d'audience était un souvenir. La victoire semblait incomplète. Le cri final de Raphaël résonnait dans ma tête. Ils viennent pour toi. Tu es un homme mort. J'étais de retour dans le bureau de Vasseur. La forteresse gratte-ciel. Le café avait un goût amer. La menace est réelle, Léo, a dit Vasseur, brisant le silence. Il était tout en affaire comme d'habitude, mais il y avait une nouvelle tension dans ses épaules. J'ai demandé à mes contacts d'enquêter sur ce prêteur. Ce n'est pas une entreprise. C'est un syndicat. Et Raphaël avait raison sur une chose. Quoi donc ? Ai-je demandé. Ils savent pour vous. Le procès était public. L'homme aux 87 millions qui a envoyé son propre fils en prison. Vous êtes une histoire aux nouvelles, Léo, et vous venez de faire de la publicité à un réservoir de requins que vous êtes la baleine. Alors, que faisons-nous ? Ai-je demandé. Engager des gardes du corps, déménager dans un autre pays. Nous pourrions, a dit Vasseur en se penchant en avant. Je peux avoir un détachement de sécurité complet à votre hôtel ce soir. Nous pouvons vous déplacer dans une propriété sécurisée en Suisse dès demain. Vous pourriez disparaître. J'ai regardé par la fenêtre la ville. Ma ville ? Non, ai-je dit. Léo, ce ne sont pas des gens avec qui on joue aux échecs. Ils ne suivent pas les règles. Ils se fichent des procès ou des juges. Ils se soucient d'une chose, les 2,5 millions que Raphaël leur a volés. Non, ai-je dit encore plus fermement. Je me suis tourné pour lui faire face. Je n'ai pas passé 40 ans à construire une vie en secret seulement pour être chassé de la ville par une bande de voyous. Je n'ai pas mis mon propre fils en prison juste pour devenir un prisonnier moi-même. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas, a insisté Vasseur. Il voit un vieil homme avec des poches profondes. Ils viendront. Ils vous menaceront. Et si cela ne marche pas, ils vous feront du mal. Ils veulent leur argent. Bien, ai-je dit. Vasseur a fait une pause. Bien. Ils veulent leurs 2,5 millions, ai-je dit, l'idée se formant froide et parfaite dans mon esprit. Ce sont des hommes d'affaires, Vasseur. Des voyous, oui, mais des hommes d'affaires. Ils ont perdu un investissement. Ils veulent récupérer leurs pertes. Que suggérez-vous, Léo ? Je ne vais pas être chassé. Je ne vais pas me cacher. Je me suis assis en face de lui. Je vais être le chasseur.
Les yeux de Vasseur se sont rétrécis. Il commençait à comprendre. Ils sont en colère parce que Raphaël n'a pas d'argent pour les payer, ai-je dit. Et ils sont en colère parce qu'ils pensent que je suis une cible impossible cachée derrière des avocats et la sécurité. Vous l'êtes, a dit Vasseur. Mais si je ne l'étais pas, ai-je demandé. Et si je leur faisais une offre? Vasseur était silencieux, attendant. Je ne vais pas payer la dette de Raphaël, ai-je dit, le plan se cristallisant. Je vais l'acheter. L'expression de Vasseur n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur de compréhension. Contactez-les, Vasseur, anonymement via une société écran. Dites-leur qu'un investisseur a entendu parler de la créance douteuse. Dites-leur que cet investisseur veut acheter la dette de 2,5 millions sur Raphaël Harel pour 50 cents par dollar. 1,25 million, a chuchoté Vasseur, les calculs défilant derrière ses yeux. Cash, ai-je dit. Un virement propre et intraçable. Aujourd'hui, ils récupèrent la moitié de leur argent sur un actif complètement mort. Ils limiteront leurs pertes. Ils seront contents. Ils signeront le billet, et ils disparaîtront. La menace sera partie. Vasseur s'est lentement rassis dans sa chaise. Il m'a regardé non pas comme un client, mais comme quelque chose d'autre, quelque chose qu'il comprenait enfin. Mon Dieu, Léo, a-t-il soufflé. Vous le posséderez. Vous ne serez pas seulement son père. Vous serez son créancier. Vous serez le syndicat. Exactement, ai-je dit. Vasseur est resté silencieux un autre moment. Mais pourquoi? À quelle fin? Vous n'avez pas besoin des 1,25 millions. Vous n'avez certainement pas besoin des 2,5 millions. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. J'ai pensé à Sarah. J'ai pensé au chèque de 10 000 euros. J'ai pensé au cri final rempli de haine de Raphaël. Il a pris ma maison, ai-je dit, ma voix calme. Il a essayé de prendre ma vie. Il a détruit la mémoire de sa mère. Il va passer 15 ans dans une cellule à penser à ça. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas complet. Léo. Je me suis tourné vers lui. Quand il sortira, il ne sera pas libre. Il ne sera jamais libre. Il aura la fin de la cinquantaine, sera un criminel condamné, inemployable avec rien. Rien sauf une dette de 2,5 millions. J'ai pris mon café froid et j'ai bu une gorgée. Et je serai là à attendre. Il passera le reste de sa vie à travailler pour me rembourser. Chaque centime, plus les intérêts. 1 an plus tard, les tribunaux avaient terminé leur travail. La maison était à nouveau à moi. Le 1,8 million était de retour sur mes comptes. L'emprunt frauduleux de 500 000 $ était effacé. Sur le papier, j'étais entier. Je me tenais dans l'entrée de la maison. Ma maison. Elle était vide. La police l'avait vidée. La banque avait saisi les nouveaux meubles de Raphaël et Victoire. Tout ce qui restait était l'odeur persistante d'air vicié et de trahison. Je suis entré dans le salon, mais pas résonnant sur le parquet de chêne nu. J'ai vu l'endroit où Sarah et moi avions dansé. J'ai vu la fenêtre où elle avait l'habitude de s'asseoir et de lire. Les souvenirs étaient partout, mais ils étaient souillés, tachés. Raphaël et Victoire avaient transformé ce sanctuaire en scène de crime, un prix bon marché dans un jeu sale. Ils avaient fait de la mémoire de ma femme une partie de leur fraude. Je ne pourrais jamais revivre ici. L'âme de la maison était partie. J'ai sorti mon téléphone. Il a sonné une fois avant que Vasseur ne réponde. Léo. Vends-la, Vasseur, ai-je dit. Il y a eu une pause. La maison. Vends la maison, ai-je dit. Vends tout. Les voitures, l'art, les propriétés. Liquide tout. Et les 87 millions. Je ne veux plus me cacher. Je veux que tu déplaces chaque centime. Le déplacer où, Léo? A-t-il demandé. Une nouvelle fiducie, en Suisse? Une fondation, ai-je dit. Une fondation caritative publique. Je veux tout donner. Cette fois, le silence au bout du fil était plus long. Tout. Tout, ai-je confirmé. Je suis fatigué d'être un secret. Je suis fatigué de ce que fait cet argent. Faisons-en quelque chose de bien. Faisons-en une épée. Juste comme Sarah l'a dit. Aujourd'hui, je ne suis pas un millionnaire secret. Je suis juste Léo. Je vis dans un appartement simple et propre de 2 chambres au centre-ville. Je réponds à mon propre téléphone et chaque matin je vais travailler. J'entre dans un immeuble de bureau, un immeuble que je possède mais personne ne le sait, et je m'assois à un bureau simple. Sur la porte en verre, on peut lire « La Fondation Sarah Harel pour la justice des aînés ». Je suis le fondateur et le premier client. Nous fournissons des services juridiques gratuits aux personnes âgées qui ont été victimes d'abus financiers par leur propre famille.
Nous sommes leur bouclier et nous sommes leur épée. Mon fils Raphaël est toujours en prison d'État. Il lui reste 9 ans de peine. Il travaille dans l'atelier de la prison, gagnant 42 centimes de l'heure. Chaque mois, par ordonnance du tribunal, une partie de ce maigre salaire est saisie pour rembourser sa dette de 2,5 millions. Il pense qu'il rembourse un syndicat sans visage à Miami. Il n'a aucune idée que j'ai acheté cette dette. Il n'a aucune idée que chaque centime qu'il gagne, chaque sou qu'il paie, va directement dans la fondation Sarah Harel. Il finance, sans le savoir, la défense juridique des personnes même qu'il représente. Il paie pour les avocats qui combattent des hommes exactement comme lui. La justice est servie. La dette est payée. Sarah, tu peux te reposer maintenant. Cette histoire sert de rappel puissant que l'avidité est un poison dévastateur. Elle montre comment la poursuite désespérée d'une richesse imméritée peut corrompre complètement le caractère d'une personne, la conduisant à trahir les liens les plus fondamentaux de la famille. Les actions de Raphaël et Victoire, motivées par la dette et un sentiment d'admissibilité, mettent en lumière une sombre vérité. Certaines personnes ne voient pas la famille comme une source d'amour, mais comme une ressource financière à exploiter. En fin de compte, l'histoire nous enseigne que la véritable force ne se mesure pas en euros, mais en intégrité, et que les conséquences de choisir la fraude plutôt que la famille sont absolues et inéluctables. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Léo? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.